deux chiffres s'entrechoquent et le Sahel bascule d'un cran. Ibrahim Traoré, à la tête d'une alliance militaire inédite, a réuni le Burkina Faso, le Mali et le Niger pour lutter contre l'expansion djihadiste. Pourtant, une question demeure. Cette coalition peut-elle tenir face aux sanctions, à l'isolement et aux rivalités politiques qui déstabilisent le commandement? Cette alliance redessine-t-elle réellement l'équilibre régional ou est-elle condamnée à l'échec avant même d'avoir réellement commencé? Les premiers résultats sur le terrain montrent des progrès tangibles. Mais à quel prix? Découvrez dans ce récit comment la stratégie d'Ibrahim Traoré pourrait déterminer l'avenir du Sahel. Ibrahim Traoré n'est pas seulement le président du Burkina Faso, il est le symbole d'une vision stratégique audacieuse dans un Sahel déstabilisé. L'Alliance des États du Sahel, formée en janvier 2025, vise à repousser l'influence des groupes djihadistes en coordonnant les efforts militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Cette coalition militaire, composée de 90 000 soldats et des dizaines de blindés, est un pari risqué mais nécessaire face à la menace croissante des groupes affiliés à l'EIGS et au GSIM. Le but ici n'est pas de prédire un avenir figé, mais de mettre en lumière ce que cette alliance pourrait réellement accomplir. Les avantages sont nombreux: une réponse militaire plus rapide, une meilleure coopération transfrontalière et des zones de plus en plus sécurisées pour les populations locales. Cependant, les risques sont tout aussi élevés. Une dépendance accrue aux puissances non occidentales, un isolement diplomatique et des tensions internes entre les États membres. En quelques minutes, nous allons décoder les vrais enjeux de cette alliance et comprendre ce qui peut réellement en découler pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger. En janvier 2025, une annonce a secoué le Sahel, la formation officielle de l'Alliance des États du Sahel, une coalition militaire ambitieuse composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui vise à mettre fin à l'expansion djihadiste dans la région. Cette alliance a déjà produit des résultats surprenants, notamment une réduction d'environ 30% des attaques djihadistes dans plusieurs zones frontalières clés. Cependant, la question reste: est-ce un tournant durable ou simplement un gain tactique temporaire? Le véritable changement s'est produit au niveau de la coordination militaire. Avant la création de l'Alliance, les armées des trois pays opéraient de manière indépendante, souvent avec des informations fragmentées et un manque de réactivité. Les groupes djihadistes comme l'EIGS et le GSIM profitaient de cette fragmentation pour mener des attaques rapides et imprévisibles sans crainte d'une réponse coordonnée. Avec l'Alliance, la situation a changé. La centralisation du commandement sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré a permis une réactivité sans précédent. En quelques jours, les forces des trois pays peuvent maintenant déployer des unités mécanisées, partager des renseignements et mener des opérations conjointes en moins de 48 heures. Ce changement a été particulièrement visible dans la région de Yaga, où une unité mixte burkinabé-malienne a pu sécuriser des axes ruraux en moins d'une journée alors que cela aurait pris plusieurs jours auparavant. Cependant, ces progrès militaires sont nuancés. Si la coordination accrue a permis de mieux lutter contre les groupes armés, elle a aussi exacerbé les tensions internes. Le leadership d'Ibrahim Traoré, qui domine l'alliance, suscite des réserves, notamment au Mali et au Niger, où l'on craint une domination du Burkina Faso. En parallèle, la rupture avec la CEDEAO a entraîné des sanctions économiques et diplomatiques, isolant davantage la coalition sur la scène internationale. Ainsi, bien que des progrès tangibles aient été réalisés, le véritable défi réside dans la durabilité de cette alliance. La question demeure: l'efficacité militaire pourra-t-elle surmonter les tensions internes et les risques politiques liés à l'isolement international? Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, est au cœur de cette révolution stratégique au Sahel. Sa vision de centraliser le commandement militaire, de créer une coopération plus étroite entre les trois pays et de rompre avec la CEDEAO a bouleversé la dynamique régionale. Toutefois, derrière chaque succès militaire, des tensions politiques grandissent, et la figure de Traoré suscite à la fois l'adhésion et la méfiance. Dans les premiers mois de l'Alliance, les effets ont été tangibles. Les attaques djihadistes dans plusieurs régions clés ont chuté d'environ 30%, un signe encourageant de l'efficacité de la coopération militaire accrue. Cependant, cette réduction de la violence ne signifie pas nécessairement un retournement durable. En fait, certains analystes se demandent si cette dynamique peut se maintenir à long terme car elle repose sur une fragile stabilité politique entre les trois nations.
Le cas de Yaga illustre bien ce tournant. Une opération conjointe entre les forces burkinabées et maliennes a permis de sécuriser des axes stratégiques en moins de 24 heures. Un exploit qui aurait été inimaginable dans le passé. Les marchés locaux ont rouvert, les déplacements ont repris et les habitants ont retrouvé un semblant de normalité. Cependant, cette réussite a un coût. Les divergences entre les trois pays sur la répartition du pouvoir et des ressources ont déjà commencé à affleurer, risquant de compromettre la cohésion fragile de l'Alliance. Le défi majeur pour Traoré sera donc de maintenir l'unité de l'Alliance tout en naviguant dans les eaux turbulentes de la politique interne et des pressions internationales. Son leadership sera-t-il suffisant pour garantir que cette réussite tactique se transforme en une victoire stratégique à long terme pour la région? L'alliance des États du Sahel a débuté sous de fortes attentes et avec une promesse de transformation sécuritaire. Cependant, la route pour concrétiser cette vision a été pavée de défis politiques, de tensions internes et de rivalités internationales. Le premier grand tournant s'est produit en janvier 2025, lorsque les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont annoncé leur intention de créer une coalition militaire face à la menace croissante des groupes djihadistes. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a rapidement pris les rênes de cette initiative, adoptant une approche audacieuse visant à centraliser le commandement militaire tout en mettant fin à la dépendance vis-à-vis de la CEDEAO, une organisation régionale qu'il considérait comme trop lente et inefficace. L'Alliance a rapidement mis en place des mécanismes de coordination entre les forces armées des trois pays. En l'espace de quelques mois, des progrès significatifs ont été réalisés sur le terrain. Les attaques djihadistes dans certaines régions clés ont diminué de près de 30%, tandis que les forces, opérant sous une même chaîne de commandement, ont pu réagir plus rapidement aux menaces. La création d'un centre de commandement unifié a permis d'agir plus vite et plus efficacement, avec des opérations transfrontalières menées en moins de 48 heures, là où auparavant il fallait plusieurs jours. Cependant, ces avancées n'ont pas été sans coût. La rupture avec la CEDEAO a entraîné des sanctions diplomatiques et économiques sévères, exacerbant l'isolement de la coalition. De plus, les tensions internes entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont devenues de plus en plus apparentes. Le poids du Burkina Faso dans la direction de l'Alliance, notamment avec Ibrahim Traoré en tant que leader de facto, a alimenté des sentiments de méfiance à Bamako et à Niamey. Les désaccords sur la répartition des ressources, des pouvoirs de commandement et des responsabilités ont parfois frôlé l'impasse. Malgré cela, les premiers succès sur le terrain ont donné à l'Alliance un certain crédit, notamment dans des régions comme Yaga où les forces burkinabées et maliennes ont mené une opération conjointe qui a permis de rouvrir des routes rurales et de stabiliser temporairement des zones essentielles. Ces résultats ont renforcé l'idée que l'Alliance pourrait effectivement inverser la dynamique sécuritaire du Sahel. Cependant, il est encore trop tôt pour dire si ces succès seront durables ou si les tensions internes finiront par faire éclater l'Alliance. Le véritable test pour l'Alliance arrivera lorsque les premiers signes de fragilité deviendront plus évidents. Les groupes djihadistes continuent de s'adapter, cherchant de nouvelles façons de percer les lignes de défense. De plus, les pressions politiques et économiques venant des puissances occidentales et des voisins africains pourraient intensifier les divisions internes. Le poids du leadership d'Ibrahim Traoré, qui demeure un facteur de cohésion mais aussi de friction, sera essentiel pour la survie de l'Alliance. Une question reste alors. La dynamique actuelle, marquée par des succès tactiques, pourra-t-elle se stabiliser sur le long terme ou l'Alliance est-elle condamnée à se fragmenter sous le poids de ses contradictions politiques et stratégiques? Les premières preuves sur le terrain confirment que l'Alliance des États du Sahel a eu un impact mesurable sur la dynamique sécuritaire. Cependant, ces résultats doivent être interprétés avec nuance. Trois indicateurs clés ont été observés dans les 6 premiers mois de la formation de la coalition: la réduction des attaques djihadistes, la diminution des déplacements internes et l'intensification des opérations militaires conjointes. Le premier indicateur, la baisse des attaques djihadistes, est sans doute le plus parlant. Dans plusieurs zones frontalières clés, notamment au Burkina Faso et au Mali, les forces de l'Alliance ont observé une diminution d'environ 30% des attaques en 6 mois. Cela est particulièrement notable dans les régions comme le Yaga,
où les forces burkinabées et maliennes ont mené des opérations communes qui ont non seulement réduit les incidents violents, mais aussi permis une stabilisation temporaire de certaines routes rurales. Cette baisse des attaques est un signe que la coopération militaire accrue, notamment la centralisation du commandement sous Ibrahim Traoré, commence à porter ses fruits. Toutefois, ces progrès sont relatifs. Les groupes djihadistes, bien que perturbés, ont continué de se déplacer et de s'adapter à la nouvelle réalité, exploitant les failles de la coordination interne de l'Alliance. Le deuxième indicateur est la diminution des déplacements internes des populations. Selon les données recueillies, les déplacements forcés ont chuté de près de 20% dans les zones stabilisées, principalement grâce à la sécurisation de certaines routes et la réouverture de marchés. Ce chiffre est un signe tangible de la perception de la sécurité par les populations locales. Les habitants, longtemps confinés à l'incertitude et à la peur, commencent à retrouver une certaine stabilité dans leur vie quotidienne. Les effets sur l'économie locale sont également notables, avec une reprise partielle des activités commerciales, notamment dans les zones rurales où des convois agricoles circulent à nouveau. Toutefois, cette reprise est fragile et l'amélioration des conditions de sécurité reste largement dépendante de la continuité de l'effort militaire. Le troisième indicateur concerne l'intensification des opérations militaires conjointes entre les trois pays. En termes de rapidité et de coordination, les résultats sont impressionnants. Avant la formation de l'Alliance, les opérations transfrontalières prenaient plusieurs jours à se coordonner. Aujourd'hui, les forces des trois pays sont capables d'agir ensemble dans des délais de moins de 48 heures. Cette capacité à déployer des unités mécanisées et à partager des renseignements en temps réel est un facteur clé qui différencie cette alliance des précédentes tentatives de coopération militaire dans la région. Les opérations de renseignement, rendues plus fluides par la centralisation, ont permis d'éviter plusieurs attaques potentielles en interceptant des informations critiques avant qu'elles ne se concrétisent. Cela a non seulement accru la réactivité des forces, mais aussi renforcé la crédibilité de l'Alliance sur le terrain. Et néanmoins, ces résultats restent fragiles et conditionnés à plusieurs facteurs externes et internes. Les tensions politiques au sein de l'Alliance, notamment en ce qui concerne la domination du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré, pourraient bien influencer la stabilité de ses succès. De plus, l'isolement diplomatique dû à la rupture avec la CEDEAO et les sanctions internationales pourrait avoir un impact sur la capacité de l'Alliance à maintenir ses efforts sur le long terme. Les groupes djihadistes, bien qu'affaiblis, conservent encore une grande capacité d'adaptation. Et les gains réalisés pourraient se révéler éphémères si la coordination interne de l'Alliance venait à se fissurer. Les données indiquent une évolution positive, mais elles soulignent également que ces résultats doivent être pris avec précaution. La véritable question demeure: la structure de l'Alliance pourra-t-elle supporter les tensions politiques internes et les pressions externes tout en continuant à progresser sur le terrain? L'Alliance des États du Sahel, portée par l'impulsion d'Ibrahim Traoré, suscite des débats vifs entre les partisans d'une approche optimiste et ceux qui soulignent les risques inhérents à une telle coalition. D'un côté, les défenseurs de l'Alliance mettent en avant ses réalisations militaires. L'intégration des forces du Burkina Faso, du Mali et du Niger a permis une coordination accrue sur le terrain, réduisant les attaques djihadistes de manière significative. Cette coopération rapide et ciblée a conduit à des victoires tactiques importantes, notamment dans la région de Yaga, où les forces communes ont rétabli l'ordre en un temps record. Ces succès renforcent l'idée que l'Alliance est sur la bonne voie, en dépit des tensions politiques internes. Un autre point clé des partisans est la centralisation du commandement, qui permet une plus grande réactivité des forces. Avant la formation de l'Alliance, les armées des trois pays agissaient souvent de manière isolée, ce qui permettait aux groupes djihadistes de frapper là où la réponse militaire était la plus faible. La création d'un centre de commandement unifié sous Ibrahim Traoré a non seulement amélioré la vitesse de réaction, mais a également facilité le partage des renseignements, un aspect essentiel dans une région où l'information est souvent fragmentée. Cependant, cette dynamique positive a ses limites. Les critiques de l'Alliance soulignent que ses succès militaires sont en grande partie superficiels si l'on considère les enjeux politiques et diplomatiques sous-jacents. La rupture avec la CEDEAO, bien que justifiée par la nécessité d'une action militaire rapide, a conduit à des sanctions économiques sévères, isolant les trois pays sur la scène internationale.
L'isolement diplomatique, combiné à une dépendance croissante vis-à-vis de puissances non occidentales, comme la Russie et la Chine, pourrait rendre l'alliance vulnérable à des pressions extérieures. Les sanctions économiques ont déjà affecté l'accès aux financements externes, ce qui complique la gestion des besoins logistiques et militaires. À l'intérieur de l'alliance, les tensions sur la répartition des ressources et la hiérarchie de commandement sont palpables. Le poids du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est souvent perçu comme dominant, ce qui suscite des inquiétudes au Mali et au Niger. Cette asymétrie de pouvoir pourrait nuire à l'équilibre fragile de la coalition, car chaque pays a des priorités et des attentes distinctes. Les divergences internes risquent de mettre à mal la cohésion et de ralentir les progrès réalisés sur le terrain. Ainsi, bien que l'Alliance des États du Sahel présente de réels avantages sur le plan militaire, elle reste confrontée à des défis politiques et diplomatiques majeurs. Si elle ne parvient pas à maintenir son unité interne, tout en naviguant entre les pressions internationales, ses succès tactiques risquent de se révéler éphémères. Le véritable test sera de savoir si cette alliance, fondée sur des succès militaires concrets, pourra surmonter ses fragilités politiques et maintenir sa cohésion à long terme. L'alliance des États du Sahel a permis des avancées notables, mais la question clé reste. Ces succès seront-ils durables? Le véritable tournant réside non seulement dans les résultats militaires, mais dans la capacité de la coalition à maintenir son unité politique et à gérer ses divergences internes. Alors que la coopération militaire a conduit à une réduction de 30% des attaques djihadistes, l'isolement diplomatique et les tensions au sein de l'alliance pourraient mettre en péril ces gains. Les tensions internes, particulièrement en ce qui concerne le leadership d'Ibrahim Traoré, commencent à peser sur l'efficacité de l'alliance. Le poids du Burkina Faso dans la direction de l'alliance génère des frictions avec le Mali et le Niger, qui craignent une domination burkinabé. De plus, le choix d'isoler la CEDEAO a engendré des sanctions économiques, augmentant la pression sur les économies locales et locales. À ce stade, la question qui se pose est cruciale. L'Alliance des États du Sahel saura-t-elle surmonter ses défis internes et extérieurs, ou l'écart entre ses succès tactiques et ses fragilités politiques finira-t-il par l'effondrer? Nous entrons ici dans une phase décisive où la stratégie politique de Traoré sera mise à l'épreuve. L'Alliance des États du Sahel a déjà commencé à produire des résultats tangibles sur le terrain, mais ses répercussions se manifestent de manière très différente selon les groupes concernés. Les impacts militaires sont indéniables. Les forces de l'Alliance ont réussi à perturber les stratégies des groupes djihadistes, notamment en réduisant de 30% les attaques dans plusieurs zones clés. Cependant, ces résultats ne sont pas uniformes et dépendent de plusieurs facteurs, notamment de la capacité de l'Alliance à maintenir une cohésion interne solide malgré les tensions politiques croissantes. Pour les populations locales, l'Alliance offre un répit fragile. Dans certaines zones rurales, la réduction des attaques a permis la réouverture de marchés et la reprise de certaines activités économiques. Des villages, autrefois isolés par la violence, commencent à retrouver un semblant de normalité. Cependant, cette stabilité reste précaire. Les habitants savent que les groupes djihadistes sont loin d'être éradiqués, et tout revers dans la coordination des forces pourrait rapidement faire disparaître les gains. Le sentiment dominant est une vigilance prudente, où chaque incident de sécurité rappelle que la paix est encore loin d'être durable. Du côté des acteurs économiques, notamment les petites entreprises agricoles et commerciales, l'alliance a permis une certaine reprise. Les routes, jadis bloquées, sont progressivement sécurisées, permettant aux producteurs locaux de reprendre leurs échanges. Cependant, cette reprise est freinée par l'isolement diplomatique croissant de la coalition. Les sanctions économiques imposées par les puissances occidentales limitent l'accès à des financements cruciaux, ralentissant la relance économique. Les pays de l'Alliance se trouvent dans une position inconfortable. La dépendance accrue à des partenaires non occidentaux, comme la Russie ou la Chine, pourrait à la fois offrir des alternatives, mais aussi exposer les États du Sahel à de nouvelles vulnérabilités géopolitiques. Pour les appareils d'État, la centralisation du commandement a permis des gains indéniables en termes de réactivité militaire. Le partage d'informations entre les trois pays a été fluidifié, ce qui a permis de mener des opérations conjointes plus efficaces. Cependant, cette centralisation a exacerbé les tensions internes. Le rôle dominant du Burkina Faso, sous la houlette de Traoré, n'est pas sans provoquer des frictions avec le Mali et le Niger.
Les désaccords sur la répartition des ressources et les responsabilités de commandement sont fréquents, et bien que ces divergences n'aient pas encore conduit à un éclatement de l'alliance, elles pèsent lourdement sur sa stabilité. De plus, la question de la dépendance vis-à-vis de puissances extérieures pèse sur les relations entre les membres de l'Alliance et les acteurs diplomatiques internationaux. Sur la scène régionale et internationale, l'Alliance des États morts du Sahel modifie l'architecture sécuritaire de la région. D'un côté, elle offre un pôle militaire autonome et relativement efficace. De l'autre, elle suscite des inquiétudes parmi les États voisins et sur la scène internationale. Les puissances occidentales ont réagi en imposant des sanctions économiques, ce qui a renforcé l'isolement de l'Alliance. A l'inverse, la Russie, la Chine et la Turquie voient dans cette dynamique une opportunité stratégique, renforçant ainsi leur influence en Afrique. Ce positionnement géopolitique pourrait offrir des avantages, mais expose également la coalition à une dépendance croissante à des alliés qui ne partagent pas nécessairement les mêmes intérêts que l'Alliance des États du Sahel sur le long terme. Dans cette situation, le défi central pour l'Alliance reste sa capacité à maintenir l'unité interne tout en jonglant avec les pressions extérieures. Les résultats militaires sont prometteurs, mais l'équilibre politique interne est fragile. La réussite de cette coalition à court et moyen terme dépendra de sa capacité à résoudre ses divergences internes sans compromettre ses avancées sur le terrain. À horizon de 6 à 12 mois, l'avenir de l'Alliance des États du Sahel semble dépendre de plusieurs facteurs, tant internes qu'externes. Trois trajectoires possibles se dessinent pour l'Alliance. Une voie intermédiaire, une voie plus favorable et une voie plus sombre. Chacun repose sur des dynamiques déjà observées, mais leur développement dépendra largement de la manière dont les tensions internes seront gérées et de l'évolution de la situation géopolitique. Dans une trajectoire intermédiaire, l'Alliance maintient son efficacité militaire, mais les progrès restent modérés. Les attaques djihadistes continuent de diminuer de manière stable, bien que la violence n'ait pas disparu. Les forces de l'Alliance poursuivent leurs opérations conjointes, mais avec des difficultés croissantes liées à la gestion des ressources et à la coordination entre les trois pays. Les tensions politiques internes, notamment sur la répartition du pouvoir et des ressources, restent sous contrôle, mais pourraient créer des frictions ponctuelles. Les sanctions internationales continuent d'isoler la coalition, mais elles compensent partiellement ces pertes en se rapprochant davantage de partenaires non occidentaux, comme la Chine et la Russie. Les tensions géopolitiques restent modérées, et l'Alliance parvient à maintenir un équilibre fragile tout en continuant à sécuriser des zones stratégique. Dans une version plus favorable, l'Alliance surmonte les tensions internes et parvient à solidifier sa cohésion. Les réussites militaires sont plus marquées, avec une réduction substantielle des attaques djihadistes, notamment dans les zones frontalières du Mali, du Burkina Faso et du Niger. La coopération entre les trois pays devient plus fluide, et des mécanismes de partage des ressources et des responsabilités sont mis en place de manière équitable. La centrale de commandement unifiée continue de fonctionner efficacement, avec des gains sur le terrain qui renforcent la crédibilité de l'Alliance. Sur le plan diplomatique, des compromis sont faits, permettant à l'Alliance de rétablir certains canaux de dialogue avec les puissances occidentales, même si les sanctions demeurent. Cette détente diplomatique permet à l'Alliance de diversifier ses partenariats, tout en renforçant ses positions sur le terrain. Dans ce scénario, les forces armées de la coalition prennent progressivement le dessus sur les groupes djihadistes et la région connaît une stabilisation relative. Dans une issue plus sombre, les tensions internes au sein de l'Alliance se transforment en fractures plus profondes. Les désaccords sur la direction stratégique et la répartition des ressources deviennent ingérables avec des conséquences désastreuses pour la coopération militaire. La centralisation du commandement, qui semblait être un atout, devient un point de friction majeur, car le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, est perçu comme dominant, ce qui crée des tensions avec le Mali et le Niger. Les sanctions internationales, combinées à l'isolement diplomatique, affaiblissent l'économie de l'Alliance, limitant sa capacité à mener des opérations efficaces. Les groupes djihadistes, profitant des divisions internes, regagnent du terrain et recommencent à mener des attaques sur des zones stratégiques. La fragmentation politique de l'Alliance met fin à la cohésion militaire,
et les gains réalisés sur le terrain commencent à se dissiper. Les puissances extérieures, notamment la Russie et la Chine, ne parviennent pas à compenser suffisamment les pertes politiques et économiques de l'Alliance. Dans tous les cas, le facteur clé reste la gestion des tensions internes. Si l'Alliance parvient à surmonter ces divergences et à maintenir une coopération militaire efficace, elle pourra continuer à produire des résultats positifs. Si, en revanche, les fractures internes deviennent insurmontables, la coalition risque de se déstabiliser, et ses gains sur le terrain pourraient rapidement se dissiper. Enfin, une ligne directrice s'impose. La clé du succès pour l'Alliance des États du Sahel réside dans sa capacité à maintenir sa cohésion interne tout en jonglant avec les pressions extérieures. La gouvernance partagée et l'équité dans la répartition des ressources seront essentielles pour éviter un éclatement. Une stratégie de compromis et de diversification des partenariats diplomatiques tout en consolidant les gains militaires semble être la meilleure voie à suivre pour rassurer la pérennité de cette alliance fragile. L'Alliance des États du Sahel soulève des questions profondes et engageantes pour chacun d'entre nous, notamment sur l'importance de la coopération internationale face à des crises géopolitiques complexes. Au-delà des données et des faits militaires, cette alliance nous invite à réfléchir sur la nature de la souveraineté, du leadership et des compromis nécessaires pour faire face aux défis globaux. Les membres de l'Alliance ont pris un pari risqué en se détournant des structures régionales traditionnelles pour créer leur propre voie. Ce choix a des répercussions bien au-delà du Sahel. Mais quel est l'impact concret sur les populations locales? Les habitants de la région, qui ont été témoins de la violence croissante pendant des années, commencent à voir des signes de changement. Le rétablissement partiel de la sécurité et des services de base, comme la réouverture des marchés et la reprise des déplacements, est un progrès significatif. Cependant, cette stabilité reste fragile. Les habitants savent que cette paix naissante peut être rapidement ébranlée si les tensions internes au sein de l'Alliance ne sont pas maîtrisées. Pour vous, le lecteur, cette situation soulève des questions fondamentales. Peut-on vraiment bâtir une paix durable dans des environnements aussi instables? Et quelle part de responsabilité avons-nous à l'échelle mondiale dans la réussite ou l'échec de ces projets de coopération? Les trajectoires politiques et économiques de l'Alliance des États du Sahel, ainsi que ses décisions diplomatiques et stratégiques, continueront de façonner l'avenir de la région. Le temps nous dira si les résultats sur le terrain réussiront à équilibrer les pressions internes et externes, ou si les fragilités du système finiront par l'emporter. À vous de décider quel avenir cette alliance mérite-t-elle de suivre, et quelle voie serait la plus juste pour les populations du Sahel. Pour que l'Alliance des États du Sahel consolide ses acquis et assure une stabilité durable, il est essentiel de définir une feuille de route précise et pragmatique. Voici une proposition de 3 étapes clés qui pourraient permettre à l'Alliance de renforcer sa cohésion interne, d'améliorer ses capacités militaires et de surmonter les défis diplomatiques. D'abord, il serait décisif de renforcer la gouvernance interne. L'une des priorités immédiates doit être la mise en place d'un conseil de commandement à rotation trimestrielle afin de réduire la perception d'asymétrie dans la prise de décision. Cela permettrait d'assurer une gestion plus équitable des ressources et des responsabilités. En parallèle, il serait crucial de réduire les tensions entre les pays membres en mettant en place des mécanismes de dialogue plus réguliers et plus transparents. Un repère concret pourrait être la réduction du nombre de litiges logistiques formellement signalés entre les États-majors. Ensuite, il faudrait optimiser les opérations transfrontalières. L'efficacité des opérations militaires conjointes repose sur la fluidité de l'échange de renseignements et la coordination des actions. L'Alliance devrait définir 3 zones prioritaires avec des règles d'engagement communes et stables, garantissant que les forces peuvent intervenir rapidement, sans obstacles administratifs ou logistiques. Un indicateur utile serait un temps moyen d'intervention transfrontalière, maintenu sous 40 heures. Enfin, une diversification des partenariats internationaux devient incontournable. L'isolement diplomatique est l'une des faiblesses majeures de l'Alliance. Il est crucial que les 3 pays cherchent à diversifier leurs partenariats extérieurs en négociant des aides techniques avec des pays partenaires qui ne soient pas exclusivement non occidentaux. En outre, l'Alliance devrait chercher à maintenir un équilibre dans l'approvisionnement en équipements militaires et en soutien logistique. Un autre repère pourrait être une part des équipements provenant d'un seul partenaire maintenu sous 45%.
Cette feuille de route doit être mise en œuvre de manière urgente, car les gains réalisés sur le terrain risquent de s'effondrer si la cohésion interne et la coordination diplomatique ne sont pas renforcées. Ce processus n'est pas facile, mais il est essentiel pour que l'Alliance des États du Sahel puisse évoluer vers un modèle plus stable, capable de faire face aux défis de sécurité et de développement qui attendent cette région fragile. Au cœur de ce parcours, un lieu fait écho à tout ce que représente l'Alliance des États du Sahel, la région de Yaga. C'est là que les premières opérations conjointes entre le Burkina Faso et le Mali ont rouvert des axes ruraux longtemps abandonnés. Ce changement, bien que modeste, représente un symbole fort. Une route dégagée, un marché rouvert, une activité qui reprend. Des gestes simples mais essentiels pour des communautés qui ont vécu dans la peur et l'incertitude pendant des années. Ce moment de reprise, pourtant fragile, rappelle la mission de l'Alliance. Redonner aux populations locales la possibilité de vivre une vie plus stable, sans la constante menace de l'instabilité et de la violence. Mais ces avancées, bien que significatives, sont suspendues à une condition: la capacité de l'Alliance à maintenir sa cohésion et à gérer ses tensions internes sans permettre à l'isolement politique et diplomatique de compromettre ses efforts. Les habitants de Yaga, comme dans bien d'autres régions, savent qu'ils n'ont qu'une chance de reprendre le contrôle de leur destin. Si cette chance est perdue, les marchés se refermeront, les routes seront à nouveau coupées et la peur reviendra. La question reste: cette unité fragile peut-elle se transformer en stabilité durable ou l'alliance est-elle condamnée à se fissurer? L'alliance des États du Sahel représente un tournant décisif pour l'avenir de la région, mais elle est à un carrefour où chaque décision comptera. L'avenir de cette alliance repose non seulement sur ses réussites militaires, mais aussi sur sa capacité à maintenir une cohésion fragile face à des défis géopolitiques et internes. Ibrahim Traoré et ses homologues devront naviguer entre leurs ambitions communes et les pressions extérieures. Pour les acteurs internationaux, cette dynamique offre une opportunité unique d'influencer positivement l'avenir du Sahel. Comment les puissances mondiales et régionales vont-elles réagir face à cette alliance en pleine construction? Les choix faits aujourd'hui façonneront non seulement l'avenir immédiat de la région, mais aussi les relations internationales à long terme. Quelle voie doit prendre l'Alliance des États du Sahel pour garantir un avenir plus stable pour ses habitants? Et quel rôle pouvons-nous jouer, à notre échelle, pour soutenir ou contester cette dynamique complexe? Ces questions sont plus que des réflexions géopolitiques. Elles touchent directement à notre perception de la justice, de la souveraineté et de l'engagement humain. Le Sahel, et l'Afrique plus largement, attend une réponse collective.